Chenou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Catherine Bully, David Arthur. Bonjour à tous, il est midi, vous êtes sur Sud Radio pour découvrir pendant 1 heure un nouveau numéro de Y a pas d'âge, une émission qui vous apporte des conseils, des infos chaque dimanche. Alors aujourd'hui, David? Eh bien, il n'y a pas d'âge pour s'inquiéter de ces fissures qui lézardent nos habitations. Alors avec les variations climatiques, un très grand nombre de maisons se fissurent en France. Nous serons plus de 16 millions de Français concernés en 2050. Pouvons-nous perdre nos maisons? Que faire face à ces dégradations? Eh bien, on en parle dans quelques minutes. Il n'y a pas d'âge pour connaître le bon fonctionnement de son David? De son pénis. Qu'est-ce qu'il me fait? Si l'érection est un sujet trop souvent tabou, eh bien, aujourd'hui, vous allez tout savoir. Pour avoir un zizi en bonne santé, de belles érections à n'importe quel âge, grâce au docteur Ronald Birag, chirurgien cardiovasculaire et andrologue. Il n'y a pas d'âge pour avoir un trésor chez soi. Et si on vous prouvait que dans votre grenier, votre cave ou sur l'une de vos étagères, il y a de vieux objets de famille, des bijoux, des souvenirs de voyage ou des objets chinés qui peuvent vous rapporter beaucoup d'argent en les vendant chez un commissaire-priseur de renom. Mais oui, c'est pas une bonne idée ça. Il n'y a pas d'âge pour avoir bonne mine, sans soleil. Bah, heureusement, parce qu'en ce moment, Ariane Goldet vous dévoile les secrets et les techniques pour avoir un teint allé, lumineux, même sous la grisaille. Et nous recevrons l'écrivain Jean-Joseph Julot qui nous présente aujourd'hui son dernier ouvrage, Le fabuleux trésor caché des Templiers et 49 mythes et légendes de l'histoire de France. C'est aux éditions First et c'est à découvrir chez nous aujourd'hui et dès jeudi prochain en librairie. Absolument. Sud Radio, y a pas d'âge. Alors, le saviez-vous? 16 millions de logements pourraient être fissurés d'ici 2050. Une maison individuelle sur 2 est concernée en France. Une des causes mises en avant serait les longues périodes de sécheresse. Il y a une trentaine d'années, ce problème concernait principalement les régions de l'Occitanie, l'Île-de-France, l'Aquitaine et le centre-Val de Loire. Mais aujourd'hui, eh bien, la situation, elle s'étend aux autres régions, surtout la Haute-Marne et le Gard, où l'on note une augmentation de 1000%. Ah oui. Alors, une proposition de loi a été débattue jeudi au Sénat pour améliorer l'indemnisation des propriétaires de bâtisses fissurées. Bonjour Boris Maliachev. Bonjour. Alors, vous êtes architecte, expert en risque et en séisme. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer comment ce phénomène, le retrait-gonflement des sols qui finit par faire craquer le béton, comment ça se met en place, ça? Comment ça arrive? Alors, il faut comprendre que les argiles l'argile, c'est un matériau qu'on trouve dans la terre, très souvent, et qui se gonfle et se rétracte en suivant le taux d'humidité, en fait, suivant la quantité d'eau qui va se stocker à l'intérieur. Donc en période de sécheresse, on va avoir des phénomènes de rétractation de l'argile, et en phénomène de forte pluie ou de climat assez humide, l'argile va se dilater. Et c'est la succession de ces dilatations et rétractations du sol qui va progressivement fissurer les maisons. Il faut combien de temps à peu près pour que on fasse face à une fissure comme ça? Alors ça dépend complètement des régions, ça dépend de la quantité d'argile, ça dépend aussi des argiles, parce qu'il y en a plusieurs qualités différentes. En fait, il y en a qui absorbent un peu plus, d'autres qui absorbent un peu moins. Donc ça, c'est complètement aléatoire d'une région à l'autre. Ça va dépendre complètement de la qualité du sol. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des études de sol qui sont imposées avant de construire une maison, d'ailleurs, parce que c'est vraiment une problématique qui est importante, comme vous l'avez dit. C'est même 54% des maisons aujourd'hui qui sont touchées, même peut-être plus d'ailleurs. Ça a encore augmenté, donc c'est plus de la moitié. Donc ça concerne vraiment la moitié des habitations en France. Alors, je voudrais savoir, parce que Catherine a notifié que le Gard connaissait une hausse de 1000% d'augmentation des maisons fissurées. C'est énorme, mais comment ça s'explique? Alors c'est un phénomène qui est connu depuis longtemps. C'est même, contrairement à ce qu'on croit, parce qu'on parle souvent de catastrophes naturelles, on parle d'inondations, on parle de séismes, on parle d'ouragans, de tempêtes, etc. C'est quasiment le risque de gonflement et de rétractation des argiles, c'est même le risque qui coûte le plus cher à notre système d'assurance. En France, c'est le dommage le plus important, en fait, loin devant les autres, depuis déjà longtemps. Mais en plus, avec le réchauffement climatique récent, particulièrement l'année 2022 d'ailleurs, qui a été une année particulièrement sèche, où on a eu des périodes de sécheresse très importantes, on s'est aperçu qu'il y a eu une recrudescence, une croissance vraiment exponentielle du nombre de dommages de ce type. En fonction de la fissure, de l'état de la fissure, j'imagine que la plupart du temps c'est réparable, mais est-ce que cette réparation, elle peut durer dans le temps? Alors, ça dépend complètement de l'état des fissures, bien sûr, et des dommages que subit la maison, parce qu'il peut arriver il y a beaucoup de cas de
de ce type-là aussi, où l'habitation devient complètement inhabitable. C'est qu'il y a un risque de péril et un risque de mise en danger des habitants. Donc, dans le cas où les fissures sont réparables, c'est ce qui est possible. À ce moment-là, on va les colmater, bien sûr. Mais il y a aussi des travaux à faire en général autour de la maison. Parce qu'il y a des préconisations pour ça et qui ne sont souvent pas respectées par les constructeurs. Ça, c'est souvent le cas, hein, c'est dit. Par exemple, je vais citer quelques exemples, il y a quantité de choses à faire, mais quand on construit une maison sur un terrain argileux, il faut, par exemple, prévoir des fondations un peu plus profondes qu'à l'habituel. C'est qu'on va descendre, on peut descendre de 80 cm jusqu'à 1,50 m, par exemple, ce qui est plus profond que l'habitude. On va préconiser, par exemple, ce qu'on appelle des dalles portées. Ce sont des dalles qui sont légèrement décollées par rapport au sol pour éviter justement de jouer avec les mouvements du sol, puisqu'il y a ces gonflements. On va peut-être s'éloigner de la végétation aussi. Des arbres peuvent pomper l'humidité du sol et assécher les sols et augmenter ce genre de problème. Il y a aussi des possibilités de mettre des drains autour de la maison pour pouvoir rendre plus stable en fait l'absorption de l'eau, enfin l'humidité du sol autour de la maison, etc. Bon, il y a pas mal de solutions. Par contre, quand les cas sont plus graves, là il faut une intervention directe donc sur la maison et en général au niveau des fondations. Parce que c'est elle qui pose problème dans ces cas. Et là, ce sont des interventions qui coûtent cher. Alors justement, je suis un particulier, j'écoute ce que vous dites là en ce moment. À quel moment je peux savoir si ma maison, s'il y a un risque, si ma maison devient inhabitable? Qu'est-ce qui va c'est quoi? C'est une fissure horizontale, une fissure verticale? C'est la largeur? C'est quoi? Il y a justement, on peut se tromper à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il y a d'autres phénomènes, des phénomènes par exemple dans les canicules en général, ce sont des phénomènes qui ont lieu en été, qui sont sur des périodes assez courtes et qui provoquent des chaleurs intenses. Dans ces cas-là, on a ce qu'on appelle des phénomènes de dilatation des matériaux. Ça se produit souvent au niveau des charpentes, etc., qui peuvent provoquer des fissures au niveau de la maison. Mais elles n'ont rien à voir avec les fissures dont on parle cette fois-ci. En général, elles ont lieu d'ailleurs en haut de la maison. Les fissures liées au mouvement des sols, liées au gonflement et à la rétraction des argiles sont bien caractéristiques en général. Elles ont lieu plutôt en bas de la maison, donc on va regarder, il va y avoir une inspection à ce niveau-là pour pouvoir vérifier qu'il s'agit bien de ce phénomène-là. Et puis ensuite, il va falloir préconiser des travaux, bien sûr, en conséquence, suivant les dommages. Mais visuellement, je m'inquiète à quel moment? À partir du moment où on a des fissures, particulièrement si ce sont des fissures qui ont tendance à se dilater ou à se rétrécir en suivant justement le climat, suivant la température, suivant les saisons. C'est qu'on va avoir des fissures qui vont sembler plus larges à certains moments de l'année, plus étroites à d'autres moments. Là, il s'agit bien de mouvement du sol. Donc on colle des petites réglettes, comme on peut voir à certains endroits? Oui, bien sûr. Des fois, ça se voit simplement avec le doigt. Hein. D'accord. Alors, il y a un projet de loi qui a été débattu jeudi au Sénat pour justement améliorer l'indemnisation des particuliers qui sont concernés. Est-ce que, justement, comment c'est remboursé ce genre de sinistre? Est-ce que c'est remboursé? Alors c'est un vrai problème parce que jusqu'à présent, oui, c'est assurable, mais il y a des conditions pour ça. Déjà, il faut que la zone soit déclarée en zone sinistrée. Et pour ça, pour qu'il y ait un arrêté de zone sinistrée, il faut qu'il y ait un certain nombre de maisons qui soient impactées. Or, quand le nombre est insuffisant, comme dans des petites communes où il y a 1, 2, 3 maisons qui sont impactées, l'arrêté n'est pas pris et donc les gens ne peuvent pas être indemnisés. Et il y a beaucoup de personnes dans ce cas, ce qui pose un réel problème parce que les assurances bien sûr rechignent à rembourser à partir du moment où cette condition n'est pas remplie. Et alors, quand on achète une maison, est-ce qu'il y a des matériaux, quand on regarde le bâti de la maison ou les matériaux qui ont été utilisés, est-ce qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres? Il est certain que tout ce qui est maçonnerie, en général, est plus sujet à ce genre de défaut. C'est-à-dire qu'on va avoir des fissures qui vont se faire entre les éléments de maçonnerie, les parpaings ou les briques, et ce qui provoque des fissures assez importantes. Et des mouvements de la maison qui sont assez graves parce qu'en général, ils ont lieu sur des parties porteuses, en fait, de l'édifice. Alors, est-ce que le gouvernement aujourd'hui peut apporter des solutions? Il peut certainement apporter des solutions au niveau justement de l'indemnisation,
parce que c'est un vrai problème. Il y a des gens aujourd'hui qui ne peuvent pas être indemnisés et qui se retrouvent avec des bâtisses qui sont invendables. C'est l'investissement de toute leur vie qu'ils ne peuvent pas revendre. Mais pour anticiper ? Alors pour anticiper, il faudrait changer la législation, il faudrait que des arrêtés soient systématiquement compris et que les assurances couvrent ce genre de dégâts. Alors c'est vrai qu'il y a une politique par contre, alors ça concerne pas seulement ce risque-là, mais j'ai entendu des assureurs s'exprimer sur certains médias, et c'est vrai qu'en France on fait un petit peu l'inverse de ce que font beaucoup de pays, alors que depuis 2015, depuis les accords de Sendai, en fait au niveau des risques majeurs, il est entendu qu'on opte plus pour une politique de vivre avec le risque, oui, qu'une politique d'essayer de toujours continuellement s'abriter par des moyens techniques qui ont leurs limites et qui ne sont pas suffisants. Le problème, c'est que la France prend un petit peu le contre-courant de cela, et on incite les gens, en fait, à ne pas aller habiter dans les régions qui sont impactées par certains risques. C'est que les assureurs vont changer leurs primes, ça je l'ai entendu sur certains médias, c'est-à-dire que les coûts d'assurance vont être plus élevés suivant les régions, suivant le nombre de risques naturels auxquels ils sont éventuellement soumis. Le problème de ça, c'est que c'est absurde quelque part. On va pas demander à des Japonais de changer de territoire parce qu'ils ont plein de risques chez eux. On va pas demander à des Corses de déménager parce qu'ils ont tel phénomène, etc. Donc là, on va dans le sens inverse de cette politique de vivre avec le risque. Donc il s'agit de revoir un petit peu notre politique. Alors c'est pas seulement dans ce risque-là en particulier. Il y a aussi le fait que certains des acteurs qui interviennent dans ces cas-là et qui surveillent, par exemple, les constructions, ne sont toujours pas formés à la construction en zone à risque. Les architectes, par exemple. Alors, je suis personnellement l'initiateur de certaines formations dans ce domaine-là. Il faut savoir qu'en 2024, dans les écoles d'architecture, il n'y a toujours pas de formation à la construction en zone à risque en France. Et ça, c'est un réel problème. Oui. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces précisions. Très intéressant. Merci. Et alors nous, on est ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour connaître le bon fonctionnement de son pénis. Mais non. Eh bien si, Catherine, si l'érection est un sujet trop souvent tabou, aujourd'hui, vous allez tout savoir pour avoir un zizi en bonne santé et de belles érections à n'importe quel âge. Grâce au docteur Ronald Virag, chirurgien cardiovasculaire et andrologue, c'est dans un instant. À tout de suite. À tout de suite. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, y a pas d'âge. Bienvenue, si vous venez de nous rejoindre dans Y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et tout de suite, Y a pas d'âge pour connaître le bon fonctionnement, et oui, de votre pénis, cet organe merveilleux, sujet à beaucoup de fantasmes et dont le fonctionnement est trop souvent méconnu, et surtout selon les âges. Mais oui, alors si l'érection est mal comprise du grand public, parce que c'est un sujet à peine abordé à l'école et trop souvent tabou chez le médecin, de prime abord, les hommes ont conscience d'une chose. L'érection a un fonctionnement automatique, un peu comme le cœur qui bat, et puis sans qu'on se rende compte vraiment de comment ça fonctionne. Mais derrière ce sexe qui se met au garde à vous sans que l'on contrôle grand-chose, en définitive se cachent des vérités bonnes à savoir pour vivre pleinement heureux. Alors pour aborder ce sujet très épineux, pour certains et totalement décontracté pour d'autres, nous recevons aujourd'hui le docteur Ronald Virag, chirurgien cardiovasculaire et andrologue, qui avec son épouse, le docteur Hélène Sussman, vient de publier Le sexe des hommes. L'érection sans tabou, c'est aux éditions du Cherche Midi. Bonjour, docteur Virag. Bonjour. Bonjour. Alors, docteur Virag, pourquoi notre société, depuis la nuit des temps, impose aux garçons de devoir bander bien dur pour prouver qu'ils sont des hommes ? Est-ce que c'est vraiment la société qui l'impose ou est-ce que c'est la nature même de l'homme ? Alors, si on revient, et puisque vous faites allusion à la nuit des temps, à l'époque préhistorique, déjà, les femmes allaient vers les hommes qu'elles pensaient être les plus puissants pour pouvoir préserver, d'abord, avoir des enfants, préserver la progéniture. Ensuite, on a découvert que ce truc n'était pas si antipathique que ça, puisque ça donnait du plaisir. Et au fur et à mesure que le cerveau se développait, le désir est arrivé et a créé cet élément formidable qui est un peu la complétude, si j'ose cet euphémisme, la complétude du couple. Il n'y a pas de couple uni
sans une érection correcte. Voilà donc, ce qu'on peut dire. alors donc, le je bande, donc je suis, est plus imposé par les femmes que par les hommes? Je dirais autant l'un que pour l'autre. Et ce qu'on voit au cabinet déjà maintenant très souvent, c'est que c'est les femmes qui amènent leurs hommes à la consultation. Comme d'habitude. Parce que les hommes n'osent pas. Et les femmes, sur la sexualité, sur la génitalité, dès l'âge de 12-13 ans, elles ont l'habitude de voir le médecin. Les hommes, pas du tout. Ils lèvent le capot quand ça marche plus. Mais avant, ils cherchent pas. Et donc, très souvent, on a des femmes qui viennent avec leur compagnon habituel, avec leur fils, ça se voit, avec leur frère, qui leur a avoué qu'il ne pouvait plus avoir d'érection ou qu'il n'en avait jamais eu. Mais alors, justement, pourquoi la panne d'érection est-elle aussi taboue alors que le Viagra et ses dérivés ou d'autres solutions sous forme d'injection existent? C'est tabou parce que c'est tabou, on n'ose pas l'avouer déjà. C'est très difficile à mettre sur la table. C'est beaucoup plus simple maintenant qu'il y a une information, grâce à vous en particulier, grâce aux émissions de Brigitte Lahaie en particulier, que je connais bien, grâce à toute l'information, et c'est pour ça que nous faisons cette information, c'est pour décomplexer les hommes. Et très récemment, à ma compagne, au docteur Sussman, un homme disait, page 143 du bouquin, je me suis reconnu, alors je suis venu vous voir. Voilà. Génial. C'est formidable, ça. Alors, voilà, c'est ça qui est important. Mais oui, alors justement, dans votre livre, on découvre que le trouble de l'érection entraîne un nombre important de suicides. Je pense notamment à cet homme de 22 ans qui vient vous consulter et qui vous dit « Vous êtes ma dernière chance, docteur, après je me flingue ». Mais est-ce que vous voyez, vous, au cabinet, autant de désarroi? Est-ce que vous arrivez à soigner tous les troubles érectiles? Oui, alors, premièrement, le taux de suicide, il n'est pas publié, on n'en sait rien, on le présuppose. Par contre, les menaces de suicide, elles existent, elles sont dans nos documents et dans nos questionnaires, où la dernière question est de savoir comment les gens supportent leur mal, comment les hommes supportent leur mal. Et il y a une case qui est invivable. Invivable, ça veut dire ce que ça veut dire. Insupportable. Elle ne peut pas vivre sans. Eh bien, c'est 30% des hommes qui consultent pour la première fois, ils viennent parce qu'ils considèrent que le trouble est invivable. Mais c'est énorme. Alors, c'est énorme. Deuxième partie de votre question, c'est est-ce qu'on peut faire quelque chose? Eh bien oui, ce qui est paradoxal, c'est qu'on peut toujours faire quelque chose. Il y a une solution. Aujourd'hui, je l'écrivais il y a déjà 40 ans, on devrait dire l'impuissance, ou ce qu'on appelait autrefois l'impuissance. Maintenant, on préfère le terme de dysfonctionnement. L'impuissance est vaincue. On a un traitement possible dans chaque cas de figure. Le problème, c'est de faire un diagnostic et d'apporter le meilleur traitement possible et de ne pas se contenter d'une ordonnance pour une pilule bleue, jaune ou verte, sans chercher à savoir pourquoi. Alors, docteur Virag, une autre question, est-ce que la masturbation est bonne pour la santé et pour entretenir la machine? Alors, elle n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Elle devient mauvaise quand elle est addictive. C'est-à-dire, on voit des hommes, ils se masturbent 3-4 fois par jour, et ça, on le voit disparaître le jour où il y a une vie sexuelle satisfaisante avec une partenaire. C'est inversement proportionnel. Par contre, pour vérifier si la machine marche, pourquoi pas? Le problème, c'est quand on se masturbe trop ou quand on regarde trop de films porno, on a une vision de la sexualité qui est déformée et qui va venir se télescoper avec celle que demande là ou le partenaire éventuel. C'est-à-dire qu'en fait, le porno en fait renvoie à cette image de l'homme avec sa toute-puissance et donc en fait psychologiquement c'est évidemment c'est pas bon pour celui qui regarde et qui est en difficulté forcément.
Exactement. Alors encore plus en difficulté, ce que l'on voit, et c'est un message que j'aime bien faire passer, c'est que les jeunes qui sont addicts à la pornographie dès l'âge de 11-12 ans ne connaissent plus d'autres modèles que celui de la pornographie. Avant, on apprenait à droite à gauche, et que ce sont des films extrêmement violents la plupart du temps, avec des pénis qui sont d'abord filmés de telle façon qu'ils apparaissent énormes. Donc les jeunes consultent et disent « mais alors est-ce que je suis assez fort? Est-ce que je suis assez costaud ?» Et alors qu'ils sont normaux. Et on voit des enfants, des jeunes adultes plutôt, des adolescents, qui n'ont jamais eu de rapport sexuel autrement qu'avec le Viagra. Parce qu'ils ont peur que ça marche pas. Alors justement, vous parlez de Viagra. Vers quel âge arrivent les premiers signes de la vieillesse chez un homme à travers des difficultés érectiles? Alors, comme disait l'autre, il n'y a pas d'âge. On voit des dysfonctions érectiles chez des sujets jeunes, mais quand l'âge intervient comme facteur éventuel, l'âge n'est jamais tout seul. Donc, on peut voir des difficultés à partir de 40 ans. Elles sont beaucoup plus importantes à partir de 50, et puis encore plus multipliées à partir de 60 ou de 70. D'accord. Elles sont accompagnées des facteurs de risque habituels des maladies vasculaires, c'est-à-dire le tabac, le diabète, le cholestérol en excès, l'obésité. Tous ces facteurs vont accélérer le vieillissement. Donc, il y a des choses qu'il faut essayer de moins ou pas consommer. Absolument, absolument. Alors, moins fumer. Comment? Moins fumer. Le tabac est redoutable quand il s'associe à un autre des facteurs, à une hypertension artérielle qui survient avec l'âge, etc. Il y a une chose qu'il faut souligner, c'est les méfaits, puisqu'on veut le mettre en vente libre, c'est les méfaits du cannabis sur l'érection. C'est pas connu, et c'est une arme pour dire aux jeunes de ne pas fumer. C'est celle-là. Ça va vous abîmer vos érections, et ça va vous abîmer vos érections souvent de façon durable. Donc ça, c'est un message très important. Ah oui, c'est très important. Bah écoutez, merci beaucoup, Dr Virag. C'est très intéressant, merci beaucoup. Merci, Dr Ronald Virag. Je vous invite à lire Le sexe des hommes, l'érection sans tabou aux éditions du Cherche Midi, alors que vous avez écrit avec votre épouse, le docteur Hélène Sussman. C'est un livre très instructif et pédagogue que l'on devrait offrir à tous les hommes à partir de 16 ans et aux filles. Et c'est un livre, je vais plus loin, qui devrait être remboursé par la Sécurité sociale. Eh bien, soumettez, cher ami. Je soumets. Merci infiniment et à bientôt. C'est moi qui vous remercie. À bientôt, docteur. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h et dans un instant, il n'y a pas d'âge pour avoir un teint lumineux et une mine resplendissante. On vous donne toutes ces techniques dans un instant. Oui, et juste après la pub, il n'y a pas d'âge pour avoir un trésor chez soi. Et si on vous prouvait que dans votre grenier, votre cave ou sur une de vos étagères, il y a un objet, un bijou, quelque chose qui vaut énormément d'argent, eh bien vous pouvez le vendre grâce à nous chez un commissaire-priseur de renom. C'est tout de suite. Restez avec nous. Écoutez, c'est très intéressant. Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971, vous présente Sud Radio, il n'y a pas d'âge. Bienvenue dans Il n'y a pas d'âge sur Sud Radio. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h avant de découvrir comment avoir un teint lumineux dans cette grisaille. David, vous allez nous faire découvrir que l'on peut avoir chez soi des objets d'art ou des bijoux qui valent beaucoup d'argent et ce sans le savoir. Mais oui, alors dans votre grenier ou votre cave, effectivement, il y a des cartons dans lesquels vous avez accumulé de vieux objets de famille, des souvenirs de voyage ou des objets chinés que vous aimez plus. Eh bien, si en vendant ces objets aux enchères chez un commissaire-priseur de renom, vous pouviez vous offrir le voyage de vos rêves, refaire votre cuisine ou même aider vos enfants à s'installer. Est-ce que ça vous intéresse? Vous êtes pour? Vous êtes pour. Eh bien écoutez, afin de savoir si vous avez un trésor qui sommeille chez vous, nous sommes aujourd'hui avec Magali Tesser, qui est commissaire-priseur et directrice du département bijoux chez Sotheby's. Bonjour Magali. Bonjour David. Bonjour. Enchanté d'être avec vous. Catherine également. Eh bien merci. Alors Magali, est-il fréquent de trouver chez les gens des objets d'art oubliés qui peuvent intéresser les collectionneurs?
Tout à fait. Énormément de trésors retrouvés parmi nos clients qui le sont devenus grâce à notre maillage régional et grâce aussi à l'évaluation, aux expertises que l'on a pu réaliser avec eux. Et souvent, en effet, il y a des petits trésors cachés chez tous ces derniers. Et alors, vous pouvez nous donner des exemples, par exemple, je sais pas, 2-3 objets que vous avez trouvés par hasard chez quelqu'un? Oui, alors énormément d'exemples, notamment une famille en fait qui a retrouvé alors qu'ils étaient en train de vider l'appartement de leurs parents et pour le vendre, retrouvé dans le garage un ensemble de bijoux, dont de très beaux bijoux Cartier. Pas énormément, mais en nombre, mais d'assez grosse valeur. Et effectivement, ils étaient un peu perdus, sachant pas trop à qui s'adresser. Nous avions vendu des pièces similaires, notamment un bracelet Cartier que l'on appelle Panthère, et qu'on a estimé 110 000 à 150 000 euros, et que nous avons vendu 342 900 euros. Ah oui. Donc, très belle surprise pour la famille. Également un client en fait qui est plutôt dans la partie livre. Lui, il adore ça, les livres. Il achète, il en revend. C'est un passionné et il adore aussi les tableaux 19e. Et en allant à la Grande Braderie à Lille, il a trouvé une bague avec un saphir et un diamant, a priori, et une pierre blanche. Il l'a acheté pour 3 000 euros, effectivement, l'ensemble, misant davantage sur le saphir que sur la pierre blanche. Et venant me la présenter, nous avons fait un test en laboratoire et il s'agissait d'un diamant et non pas d'une pierre blanche. Ah oui. Et donc, estimée 90 000 à 120 000 euros, elle s'est vendue 196 000 euros, 850. Donc, c'est vraiment une belle surprise. Belles affaires. Alors, les plus belles découvertes, en fait, en matière de bijoux, est-ce qu'elles sont forcément chez les personnes nanties? Non, pas du tout. Là, les deux personnes dont je vous ai parlé, la famille d'un côté et la personne individuelle de l'autre, vraiment n'étaient pas du tout de famille aisée particulièrement. Ils ont un train de vie tout à fait normal. Ça les a aidés dans les projets familiaux. On imagine. C'était un beau coup de pouce de la vie. Bien sûr. Mais non, la plupart du temps non, parce qu'en fait, il y a des trésors cachés. Je fais référence par exemple à une famille aussi de Toulouse qui est très 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 modeste et qui avait une grande tante qui était apparemment très belle et très adulée par son amoureux de l'époque dans les années 50 et qui avait reçu beaucoup de bijoux de la maison Van Cleef et Arpels. Et eux-mêmes n'avaient aucune idée de la valeur des pièces. Donc voilà, je suis arrivée en très très grande banlieue de Toulouse, dans une toute petite maison. Et les gens étaient effarés d'avoir les valeurs que je leur ai données. Et bon, c'était après de l'argent pour des très beaux projets. Et ça a amélioré le quotidien. Concrètement, Magali, est-ce que la maison de vente Sotheby's est à la portée de tous? Parce que est-ce qu'on peut vous appeler, vous amener des objets, vous dire tiens, j'ai un vase chinois qui est là, j'ai un petit tableau qui est là, est-ce que ça peut être intéressant? Ou la maison Sotheby's n'est pas ouverte à tout le monde? Voilà. Alors non, on est vraiment au contraire ouvert à tous. La plupart des gens prennent contact par téléphone dans un premier temps. Nous leur expliquons comment faire. On a une plateforme où on peut soumettre en effet de manière un peu officielle les bijoux, les photos, le descriptif. Mais la plupart des gens en fait nous envoient en pièces jointes des images, ou alors nous appellent et nous envoient par WhatsApp ensuite des images. Et ça commence vraiment comme ça. C'est un contact très simple, fluide. Et nous, comme ça, on a une idée assez rapide de est-ce que ça peut être bien, est-ce que ça peut être pas bien, est-ce qu'il faut qu'on le voit ou est-ce qu'on peut donner une valeur déjà sur photographie. Quand ce sont des bijoux dont on reconnaît un modèle. Vous apportez une réponse très rapidement, en fait. Voilà. Oui, très rapidement. Et puis vous avez un carnet d'adresses qui permet de ne pas passer à côté d'une belle vente, parce que vous avez des grands acheteurs et vous connaissez toutes les maisons de joaillerie.
Oui, effectivement. En général, l'avantage de passer par une maison de vente plutôt que de vendre peut-être à un joaillier de proximité, c'est que on s'adresse à une multitude d'enchérisseurs et d'acheteurs. Donc, que ce soit les grandes maisons, les grands collectionneurs, les grands professionnels de pierre. C'est vrai qu'on met en concurrence de nombreuses personnes et c'est pour ça que les prix, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, souvent ont des coefficients multiplicateurs par 10 ou 5, voilà. Donc là encore, si jamais les pièces sont d'une valeur faible, on a nous-mêmes aussi un relationnel à travers des maisons de vente de province dont on a la pleine confiance. Et on peut aussi adresser nos clients à des maisons de vente locales ou à des experts qui vont pouvoir les aider très facilement aussi. Merci beaucoup Magali Tesser pour nous avoir éclairé sur les trésors qu'on peut avoir chez soi et comment on peut vous les confier. À bientôt Magali. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Et maintenant, Catherine, dans Y a pas d'âge pour avoir bonne mine sans soleil, notre rédactrice beauté préférée, l'ensoleillée et sensuelle Ariane Goldet, va nous dévoiler les secrets d'un teint allé, lumineux et ce même sous la grisaille, il paraît. Écoutez, bonne nouvelle parce que le temps, vous avez vu le temps qu'il fait là en ce moment? Mais c'est pas possible, c'est épouvantable. On est début juin, le dicton en avril, ne te découvre pas d'un fil. En mai, fais ce qu'il te plaît. On est au mois de juin et on fait toujours pas ce qui nous plaît. Et bronzer à la terrasse d'un café, c'est raté. Heureusement, Ariane va nous aider à choisir et à bien étaler quelques produits efficaces pour avoir bonne mine. Exactement. Je vais vous donner toutes les recettes. Alors, on va commencer par le plus simple, sur les crèmes hydratantes pour le visage, qui en plus apportent des substances bonne mine, telles que la vitamine C, mais aussi la tomate, la diabolique tomate de chez Garantia, ou encore de la carotte avec l'huile carotte bonne mine de Payot. Puis vous trouverez aussi des crèmes de ce type-là légèrement teintées chez Ambryolis ou chez Nux avec Merveillance Lift Glow. Alors il y a aussi des sérums à base d'acide hyaluronique et qui vous boostent la bonne mine parce qu'ils ont de la vitamine C. Le dernier chez Aderma, il s'appelle Biologie Énergie C. Alors si vous cherchez plus de couleurs, plus de couvrance, vous pouvez choisir une bébé crème avec une couleur allée, mais vous pouvez aussi raviver, et c'est ça qui est un peu nouveau, la couleur de votre crème ou de votre fond de teint avec des gouttes bronzantes. Mais alors c'est quoi les gouttes bronzantes, Ariane? Alors c'est la nouvelle coqueluche des réseaux sociaux après le succès des gouttes bronzantes justement de Day Bronzy de Drunk Elephant en vente chez Sephora. Alors attention, vous ne confondez pas avec les gouttes auto-bronzantes, on y viendra après. Les gouttes bronzantes ne contiennent pas d'auto-bronzant. C'est un soin teinté qui peut être quelquefois légèrement nacré. Vous l'appliquez seul sur la peau et là vous n'avez aucune couvrance, juste de la couleur intense. Sinon vous pouvez mélanger ces gouttes à votre crème de jour ou votre fond de teint pour avoir une teinte plus allée. Et comme tout produit de maquillage, ces gouttes partent au démaquillage. Et vous les trouvez chez Typologie, By Terry, Pies, tout ça chez Sephora toujours. Et les gouttes auto-bronzantes laissent pas de traces? Alors, elles renferment de l'autobronzant, comme vous le savez, qui est un faux bronzage progressif. Oui. Alors, vous faites attention, mais les gouttes autobronzantes sont beaucoup plus faciles à utiliser que les autobronzants classiques. Bon. L'effet, c'est pareil. L'effet, pareil. Il dure 2 à 5 jours et après, ça s'estompe. La goutte autobronzante pour le visage se dilue dans la crème de jour ou la crème de nuit habituelle. Vous mettez au creux de votre main votre crème, une noisette de crème, et vous mettez des gouttes, vous mélangez le tout. Le résultat, comme ça, est nettement plus homogène et naturel. L'important, c'est le dosage. Moi, je recommande de commencer par 2 ou 3 gouttes, puis augmenter si besoin et renouveler selon l'intensité duale recherchée. Alors, le précurseur dans ce domaine, ça a été Clarins, avec addition concentrée, éclat stable. Vous en trouvez aussi chez Garnier en Brosolaire. Il y en a aussi la marque Sephora en nom propre, fait des gouttes bronzantes. Et vous avez aussi la marque Aromazone qui fait des gouttes bronzantes. Génial! Incroyable! Génial! Moi, je vous oui, mais ça, c'est nouveau, c'est hyper pratique. Bon, écoutez, merci Ariane. Moi, je vous propose une chose, Catherine. La semaine prochaine, il va pas faire beau. Est-ce qu'on ferait pas quelque chose sur les compléments alimentaires qui permettent de bien bronzer? Allez. Ça vous va, Ariane? Si vous voulez, comme ça, on prépare en plus sa peau pour l'été, c'est parfait. Eh bien, on y va. Merci beaucoup, Ariane. Impeccable. Bonne semaine. La semaine prochaine avec les compléments auto-bronzants et bronzants. Voilà. Et les carottes, et des kilos de carottes. Et voilà. Et puis nous, écoutez,
écoutez, vous restez avec nous parce que dans quelques instants, Jean-Joseph Julot sera avec nous pour vous faire découvrir un livre passionnant qui sort la semaine prochaine. Absolument. Il est là en exclusivité. C'est un livre sur les mystères historiques. Vous allez voir, c'est bourré d'anecdotes. Je ne vous en dis pas plus. Ouais. À tout de suite. L'auteur de L'Histoire de France pour les nuls qui s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Et vous nous dévoilez aujourd'hui votre dernier livre rempli d'anecdotes, de mythes, de légendes savoureuses. Le parfait livre à emporter en vacances, à partager avec ses enfants. Alors Jean-Joseph, vous qui avez enseigné l'histoire puis la littérature pendant plusieurs années avant d'écrire, si je ne me trompe pas, à quel moment vous est venue l'envie de vous tourner vers toutes ces légendes, vers ces mythes, vers ces anecdotes ? Alors vous savez, quand vous enseignez, eh bien vous cherchez tous les jours des éléments qui peuvent intéresser les élèves, qui peuvent les distraire de tout leur quotidien, bien sûr, et les conduire vers le passé, parce que le passé regorge de petites histoires croustillantes, amusantes, étonnantes. Et donc, c'est tout en enseignant que j'ai récolté toutes ces petites histoires à travers des lectures, à travers des visites de musées, visites d'archives. Bien sûr. Tout ça, si vous voulez, qui fait que ça a été ma passion, effectivement. Alors, finalement, Jean-Joseph, est-ce que ce fameux trésor des Templiers, est-ce qu'il a été trouvé ou est-ce qu'il est encore caché? Ça, c'est un mythe incroyable. Parce que si on se penche sur l'histoire, vous savez que les Templiers, c'est un ordre religieux, militaire, fondé en 1119 à Jérusalem pour protéger les pèlerins. Et comme son cahier des charges, en quelque sorte, était extrêmement austère et rigoureux, les dons ont afflué pour continuer de faire vivre et de maintenir une sorte d'esprit de conquête et d'exemplarité. Et donc, forcément, avec tous ces dons-là, ils sont devenus très, très riches. Et lorsque l'empire le royaume de Jérusalem s'est effondré, eh bien, ils sont revenus en France. Mais il faut savoir qu'ils avaient 5000 commanderies, autrement dit, 5000 petites banques un petit peu partout. Ils en installent 2000 en France. Et là, eh bien, va commencer le mythe de la richesse des Templiers. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que leur richesse, eh bien, elle est constituée de biens immobiliers, de terres, elle est constituée de redevances diverses, de cheptels, d'outils de toutes sortes et aussi de reliques. Parce qu'à l'époque, les reliques des saints étaient considérablement chères. C'était aussi cher que l'or parce que, eh bien, on disait que toucher une relique ou aller voir la relique, ça pouvait vous guérir. Et là, eh bien, on se trompe pour ce qui concerne le trésor des Templiers parce que ils faisaient circuler l'argent. C'était des banquiers. C'était quasiment les banquiers de l'Europe. Ils faisaient circuler l'argent, mais ils n'ont pas caché de trésor aussi désespérant que cela puisse être pour tous ceux qui se passionnent pour ça. Mais qu'ils cherchent toujours. Alors, dans ce livre, vous réhabilitez un certain nombre de femmes aussi, qui souffraient d'une image peu glorieuse. Je parle de la reine Margot, je parle de la grande Catherine de Médicis, la reine de France Isabeau de Bavière. C'était important, ça aussi, pour vous ? Et oui, parce que figurez-vous que l'histoire est écrite par les hommes. Et aussitôt que les femmes se mêlent de politique et se mêlent à l'histoire, eh bien, les hommes sont là et tirent à vue sur les femmes. C'est ce qui se passe pour ces trois personnages, la reine Margot, Catherine de Médicis et Isabeau de Bavière. Il ne faut pas oublier que de leur vivant, eh bien, c'était quand même un peu chahuté. Hein. Par exemple, pour la reine Margot, il y avait ce conflit entre les catholiques et les protestants. Et la reine Margot voulait d'un côté être avec les catholiques, puis après du côté des protestants. C'est bien qu'elle s'est attirée l'animosité des deux parties. Attention, la reine Margot ne s'est jamais appelée la reine Margot de son vivant. Hein. C'est au XIXe siècle, Alexandre Dumas qui a écrit un livre qui est un tissu de mensonges. La reine Margot, c'est quelqu'un qui n'est pas une dépravée, qui n'est pas quelqu'un de voluptueux, c'est quelqu'un de très sage. Il faut lire ses mémoires qui sont exemplaires. Et figurez-vous que j'ai découvert que son maître de chant s'appelait Claude François. Ah, c'est vrai? C'est drôle. Oui, c'est très drôle. C'est très drôle. Il s'appelait Claude François Desgrèzes. C'est lui qui écrivait ses musiques et ça se passait à Husson. Et tout ça se passait dans une ambiance extraordinaire de paix, de fraternité et pas du tout de stupre et de choses
déviante sexuellement, comme l'ont prétendu les pamphlétaires. Ce sont des pamphlétaires qui ont écrit des choses horribles sur la reine Margot, qui ont été reprises par Alexandre Dumas sans scrupule, parce que ça intéresse les lecteurs avides de scandales. Oui, c'est ça. Alors moi, il y a quelque chose qui m'a énormément déçu dans votre livre, Jean-Joseph, c'est que j'ai appris en vous lisant que Charlemagne n'a pas inventé l'école. Alors, qu'est-ce qu'il advient de la chanson de France Gall, du coup? Et on peut la chanter tous ensemble si vous voulez, ça sera toujours un plaisir, parce que j'ai beaucoup aimé cette chanson de France Gall, et puis les chansons de France Gall en général. Mais figurez-vous que, eh bien, Charlemagne ne savait pas écrire. C'est un comble. C'est incroyable. Il a essayé toute sa vie de former des lettres et n'y arrivait pas. Ce qui n'empêche, il n'empêche quand même qu'il parlait plusieurs langues. Il parlait le francique, il parlait le latin, il parlait le grec, mais il ne savait pas écrire. Il a décidé, avec le moine qui s'est occupé, qui était en quelque sorte son ministre de la Culture, il a décidé de fonder partout dans les hameaux et les petits bourgs de l'époque, une école gratuite. C'est lui le fondateur de l'école gratuite. Mais attention, l'école existait bien avant Charlemagne. Oui. Elle existait chez les Sumériens, chez les Égyptiens, chez les Grecs. Elle a toujours existé. Ouais. Mais Charlemagne lui a donné une impulsion nouvelle. Et c'est au 19e siècle, on montrait Charlemagne en visite dans les écoles. À gauche, il y avait les mauvais élèves. À droite, il y avait les bons élèves. Oh là 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 là. Le 19e siècle a été fertile en clichés comme ça. Et c'est pourquoi on dit, ah oui, Charlemagne a inventé l'école. Et non. David, vous voyez, merci. C'est génial de pouvoir rétablir justement la vérité. Alors, moi, je voudrais savoir, mythe ou réalité, Louis XI qui enfermait ses ennemis dans des cages de fer? Oh, Victor Hugo, Quentin Durvar qui avait écrit ça, vous n'avez pas honte, hein? Parce que en fait, Louis XI n'a pas enfermé ses ennemis dans des cages de fer. Même si on les a représentés, même si dans certains musées on les représente, c'est faux. S'il a enfermé quelques opposants et il les mettait dans des lieux qui étaient quand même très bien aménagés, avec des coussins de velours, etc., etc. Mais il les tenait au secret, parce que Louis XI, il faut quand même dire que c'est le roi qui a donné à la France une impulsion décisive. Il a rétabli les foires, les péages, il a créé des routes, il a créé des ports, il a développé l'agriculture, il a créé un système de libre-échange avec l'Angleterre. Enfin bref, c'est un roi exemplaire, Louis XI. Alors je ne sais pas pourquoi, la mémoire collective, on a fait ce roi bizarre qui est en train d'enfermer ses ennemis. Non, Louis XI, c'est vraiment un grand roi, même s'il était petit. Et alors, passons à un autre grand roi qui était Louis XIV. Vous dites qu'il n'aurait pris qu'un bain dans sa vie. Est-ce possible, le roi Soleil? C'est possible. Est-ce possible? C'est l'idée reçue à tordre et à détruire, parce que Louis XIV, figurez-vous, il a quel âge à ce moment-là? Il a une dizaine d'années. Il est très porté sur l'amitié avec les dames, vous voyez. Oui, hein, bon, tout à fait. Plus loin, voilà. Je n'insiste pas, vous avez compris. Et il attrape une maladie, une qui est une blénorragie. Je ne vous donnerai pas non plus le nom familier pour cette maladie. Mais alors, on essaie de le soigner, figurez-vous qu'on lui donne de la confiture d'yeux d'écrevisse. Hein. On lui fait des saignées, etc. Ça ne marche pas. Alors on se dit, son médecin Vallot se dit, et si on essayait l'eau de rivière? Eh bien l'eau de rivière va finalement le guérir, et on le met dans une baignoire parfumée, une eau tiède qu'on véhicule dans sa chambre, et là il prend des bains tous les jours et ça va le guérir, et il a le goût de l'eau, tout simplement parce que ça lui permet de mieux vivre peut-être, mais lorsqu'il va avoir pour maîtresse Madame Louise Athénaïs de Rochechouart de Mortemart, quel nom, Madame de Montespan, il va lui faire construire une piscine en marbre rose avec de l'eau chaude parfumée, figurez-vous. C'est quand même incroyable. Et alors, il était dans cette piscine très ardent avec Madame de Montespan. Et il avait composé une petite mixture qui lui permettait d'honorer autant qu'il le voulait, Madame de Montespan, à la suite, si vous voyez ce que je vais dire. Oui, un Viagra avant l'heure. Voilà, Ces mixtures-là, il les distribuait à ses courtisans sans qu'ils le sachent, et il s'amusait après des conséquences. Vous imaginez écoutez, la cour de Louis XIV.
On passe un bon moment avec vous, on va se régaler. Jean-Joseph Julot, le fabuleux trésor caché des Templiers et 49 mythes et légendes de l'histoire de France. C'est aux éditions First, un livre à emporter dans vos bagages. Si vous ne l'avez pas lu évidemment avant, une mine d'informations et des réponses à des questions qu'on se pose tous finalement. Par exemple, le vase de Soissons, tiens, on n'en a pas parlé, alors il s'est brisé ou il s'est pas brisé? Écoutez, Catherine, moi, je ne sais pas et je vous invite à trouver la réponse dans le livre de Jean-Joseph Julot. Lisez le livre. Voilà, merci Jean-Joseph Julot. Merci, à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, merci. Et merci à vous de nous avoir suivis avec David. Nous vous souhaitons de passer un très bon dimanche à l'écoute de Sud Radio. Oui, puis on se retrouve la semaine prochaine à 7h49 dans la matinale pour un coup de gueule. Voilà. Un coup de gueule? Oui, un coup de gueule avec Jean-Marie Bordry. Le pénis, là, cette semaine, la semaine prochaine, vous verrez. Et puis après, on se retrouve entre 12h et 13h avec plein de nouveaux rendez-vous. Bon dimanche à tous. Bon dimanche. Au revoir. Sud Radio, y a pas d'âge. Avec Cochonou, le saucisson au bon goût depuis 1971. Cochonou, un petit bout de chez nous.